Salut et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais t'expliquer comment faire un programme parfait, comment faire un programme qui peut te permettre de débloquer jusqu'à 150 kilos sur ton total et le faire évoluer pour progresser à l'infini en fait. Donc globalement l'idée ça va être de te montrer un petit peu comment on le fait avec nos athlètes. Alors je vais me parler que de la partie programme. Je vais pas du tout aborder tout ce qui est aspect confiance, préparation mentale, technique, réhab, nutrition, etc. Parce que évidemment c'est des éléments qui vont faire partie enfin qu'on va devoir prendre en compte. Mais là je vais aborder uniquement l'aspect vraiment technique, data, etc. Pour que tu puisses en retirer des choses, parce que si je commence à partir dans tous les sens, ça va être compliqué. Donc déjà, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que pour faire un programme idéal, c'est important déjà d'avoir quelque chose qui soit simple. Pourquoi est-ce qu'il faut quelque chose de simple? Parce qu'en fait, si c'est simple, ça va être facile à analyser et donc à améliorer. Si tu as un programme qui part dans tous les sens, avec 500 000 variations, 500 000 formats, etc., ça va être super dur de savoir ce qui marche et surtout comment faire pour l'améliorer. Parce que de toute manière, à chaque bloc, il va falloir se dire qu'il va falloir changer quelque chose. Va falloir augmenter des variables, en diminuer d'autres, etc. Et si tu as quelque chose qui part dans tous les sens, tu vas pas savoir quoi faire. Alors que si tu as quelque chose de très simple, là, l'avantage, c'est que c'est beaucoup plus facile de repérer ce qui fonctionne pas. C'est pour ça qu'on recommande de faire des petits ajustements, déjà pour laisser le temps au corps de s'adapter, mais aussi pour savoir ce qui fonctionne ou pas. Donc du coup, la première notion qui va être importante de comprendre, c'est la notion de stress tolérable. Et en fait, c'est ça qui va déterminer tout le reste de ton programme. Donc c'est, en gros, la fatigue que tu peux encaisser. Du coup, dans la notion de stress tolérable, il va y avoir deux trucs qui sont fondamentaux et qui régissent en fait ton entraînement. Ça va être d'une part le volume de travail, donc à savoir la quantité que tu fais, et d'autre part l'intensité, donc à quel point tu te mets dedans en fait. Donc on verra que c'est pareil, il y a différents points sur lesquels il faut se pencher, mais t'inquiète pas, je vais tout expliquer. Du coup, pour commencer par le volume, il y a différents éléments qui sont importants pour nous. Déjà l'amplitude de travail. Donc évidemment c'est un lien avec la technique, mais ça va être pas mal lié à ta morphologie, etc. Donc je vais cliquer juste ici. Donc oui c'est ça. En fait globalement quand tu vas avoir une grande amplitude, tu vas avoir besoin de prioriser tes jours. Si tu as des leviers qui sont super longs, etc., tu vas avoir plus de trajets, ça va être plus stressant pour tes articulations, etc. Alors ça veut pas dire que tu peux pas progresser, ça veut juste dire que en fait il faut que tu sois pas tous les jours à fond avec un gros volume et une grosse intensité, parce que sinon ton corps va tout simplement pas l'encaisser. Donc même si, je sais pas, je vais dire une bêtise, tu as des segments super longs, des très longs fémurs avec des petits tibias, un buste plutôt court pour du squat par exemple, et que tu as 180, tu n'auras pas du tout le même programme qu'un athlète qui a des fémurs super courts, des tibias longs, un buste long. Même si tu as le même max au squat que lui, tu vas pas pouvoir faire la même chose tout simplement parce que vous n'allez pas du tout avoir la même capacité de récup sur le dos, enfin sur le dos, sur le squat de manière générale. Donc il faut pas faire la même chose. Donc c'est pour ça que grande, tu as besoin de prioriser, que ce soit dans tes entraînements ou dans tes jours, donc par exemple inclure des top sets, inclure des jours principaux, des jours secondaires, etc. Alors que si tu as si t'as une petite amplitude, une morphologie qui est plus squat friendly par exemple, tu as beaucoup plus la possibilité d'homogénéiser, d'avoir des jours qui sont à peu près à la même intensité, d'avoir ce genre de choses. Donc évidemment, personne n'est ni très grand ni très petit. En général, c'est sur un continuum et donc c'est à toi de voir en fonction de là où tu te situes en termes de morphologie par exemple, s'il vaut mieux que tu priorises ou pas, à quel point tu priorises, est-ce que tu peux mettre tous les jours la même intensité ou pas. Sachant qu'il n'y a pas il y a pas de bonne réponse, c'est juste que si tu as moins de contraintes, tu as plus intérêt à te rapprocher de ce qui ressemble à du petit, parce que du coup tu pourras progresser entre guillemets plus rapidement, alors que si tu fais ça et que tu as des leviers plus grands, ça sera pas du tout adapté. Donc c'est vraiment important de se dire qu'il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. C'est juste qu'en fonction de ta situation, il y a différentes possibilités, donc grandes et petites, et puis après évidemment quand tu es moyen, tu fais un espèce de mix des deux. Ensuite, il y a la fréquence. Alors la fréquence, c'est une grande question, tout le monde se demande combien de fois il faut que tu t'entraînes, etc. Donc je vais venir juste là, et puis après je te parlerai évidemment du nombre de séries. Alors, la contrainte, ça va être très simple. Ça se résume en quatre questions. Une fois que tu as répondu à ces quatre questions, ça y est, tu as ta fréquence idéale. Donc la première question, c'est déjà combien de fois tu peux t'entraîner. Si tu veux te faire un programme sur mesure, tu veux un truc qui fonctionne, il faut que tu sois en capacité de le faire. Donc si tu ne peux pas t'entraîner, déjà c'est cuit. Même si on te dit que je sais pas, c'est mieux de s'entraîner 5 fois, est-ce que tu peux t'entraîner 5 fois? Si c'est non, commence pas à faire un planning sur 5 jours, ça sert à rien. En te disant oui, peut-être qu'il y a des semaines où ça va le faire, etc. Non, il vaut mieux un truc répétable, il vaut mieux un truc un peu plus standard, même si c'est un petit peu moins. Ça te permettra d'avoir quelque chose de beaucoup plus efficace. Donc déjà, combien de fois tu peux t'entraîner? Une fois que tu as ça, combien de fois tu veux t'entraîner? Donc même si ça peut paraître un peu différent parfois, peut-être que tu as envie de t'entraîner beaucoup,
Et du coup, à ce moment-là, ça vaut plus le coup de répartir ton stress sur la semaine, ou alors peut-être que t'as pas envie et que tu préfères faire des grosses séances, bah, à ce moment-là, tu réduis le nombre de jours et tu essaies de caler ton volume sur ces jours-là. Une fois que tu as répondu à ces deux questions, il va te rester combien de séries, combien de bonnes séries est-ce que tu es capable de faire sur une séance? Alors, en général, ça vient aussi avec ta technique, c'est que plus tu vas être efficace techniquement, plus tu vas avoir une morphologie qui te le permet, etc., plus tu vas être capable d'encaisser un certain nombre de séries sur la séance. Et donc, je vais dire une bêtise, si tu es capable de faire 6 séries dans une séance, sauf que à partir de la troisième série, ton RPE, enfin, tu prends 3 points de RPE par exemple, donc ça veut dire que ta difficulté, elle augmente considérablement entre la troisième et la quatrième, ou alors que ta technique, elle diminue considérablement, etc., bah, tu peux considérer que ces séries, elles sont quand même de moins bonne qualité, et à partir du moment où tu vois que tu arrives à un certain stade de dégradation, ça sert à rien. Il faut se dire que de toute manière, ces séries, c'est du junk volume, c'est des séries que tu mets à la poubelle, en fait, elles contribuent à te fatiguer, mais pas forcément à faire progresser, donc il vaut mieux privilégier la qualité à la quantité, c'est pour ça que il vaut mieux se dire que tu fais des bonnes séries, plutôt que se dire j'en fais plus. Donc entre, je sais pas, 20 séries et 15 bonnes séries, bah, il vaut mieux en faire 15, tu auras moins de fatigue et du coup tu auras une meilleure récup et donc de meilleures adaptations. C'est ce qu'on cherche. Et le dernier point, du coup, c'est combien de temps de repos tu as besoin entre deux expositions à un mouvement. Je vais dire une bêtise, pour reprendre l'exemple du gars qui a une grosse amplitude sur son squat, ça va être très difficile de squatter par exemple 2 jours d'affilée avec une intensité plus ou moins conséquente ou un volume plus ou moins conséquent. Donc là il va se dire ok bon bah peut-être que si j'ai une morphologie qui me le permet moins, il faut que j'espace un peu les jours. Évidemment ça va dépendre du nombre de séries, je t'en parle juste après. Ça va aussi dépendre de l'intensité, on en parlera encore une fois dans un second temps, mais c'est important de se demander globalement de combien de temps tu as besoin. Euh, pour te remettre sous la barre sans avoir l'impression d'être cassé en mille morceaux, quoi. Et donc enfin le nombre de séries qui finalement est quelque chose qui est qui est hyper important. Tout le monde se demande combien de séries il faut que je fasse, etc. Et il y a beaucoup de trucs à ce niveau-là. Il y a plein de gens qui écoutent les coachs, les recommandations scientifiques, etc. Moi, ce que je te recommande, c'est de faire très simple. Tu commences bas. Tu commences bas si vraiment tu n'as aucun point de repère. Tu te dis, ok, peut-être que je vais commencer, je sais pas, avec 3 séries de squat, 3 séries de deadlift, 9 séries de bench. En général, c'est à peu près ce genre de ratio. Et je fais évoluer en fonction de ce que je vois, etc. Mais le truc, c'est vraiment de se demander où est-ce que tu en es actuellement. Par exemple, si tu fais de la muscu, que tu as l'habitude de faire, je sais pas, une dizaine de séries pour tes jambes, bah, je sais pas, commence à faire 7 séries de squat, et puis ensuite tu verras, tu vois. L'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui soit un peu plus bas que ce que tu as l'habitude de faire pour le faire évoluer. Il faut pas avoir peur de diminuer un peu le volume si jamais ça va pas. Parce que en fait, c'est pas parce que tu en fais plus que tu vas avoir plus de résultats. En général, plus c'est juste plus de fatigue. Et donc, dans certains cas, c'est plus de résultats. Mais si c'est juste plus de fatigue, bah en fait, au lieu de progresser, tu régresses et tu t'en rends pas compte. Tu te dis pourquoi est-ce que je m'entraîne plus et que je progresse moins? Bah voilà. Donc voilà. Donc le nombre de séries, on commence bas, c'est vraiment la règle de base parce que ça laisse plus de marge de manœuvre, il vaut mieux en faire pas assez que trop, parce qu'après on peut moduler un petit peu, alors que dans l'autre sens c'est un peu chiant. Souvent ça peut mettre un peu en péril la progression, on peut se griller des cartes pour après, donc il vaut mieux commencer un peu plus bas quand on a le doute. Donc ensuite tu commences bas, tu vois ce qui se passe, tu balances comme ça, tu regardes un peu ce qui se passe. Si ta progression elle est satisfaisante, si tu estimes que tu as bien progressé sur le bloc, bah tu maintiens. Tu fais la même chose, on va pas changer une équipe qui gagne. C'est pas le truc le plus sexy, t'aimerais bien avoir une formule de fou, mais moi je te recommande de maintenir si jamais t'estimes que t'as une progression qui est satisfaisante. Si t'as l'impression qu'il se passe pas grand-chose et qu'en plus t'as l'impression de brasser de l'air à l'entraînement, t'as l'impression qu'il se passe encore une fois pas grand-chose, là c'est très simple, t'augmentes de 10 à 20% le nombre de séries. Alors 10 à 20%, ça, c'est pas énorme, hein. Tu vois, pour te donner un ordre d'idée, si tu fais 20 séries de bench dans la semaine, bah, tu vas peut-être bouger allez, 2, 3 séries de plus, peut-être 4. On va éviter d'aller au-dessus parce que ça commence à faire de gros incréments après. Mais tu vois, autour de ouais, 10-20%, je pense que c'est le bon ordre d'idée. Si vraiment tu as l'impression que tu fais rien, tu vois. Après, évidemment, je te parlerai de l'intensité, donc tu verras comment c'est à mettre en relation avec l'intensité parce que les deux sont liés et que par le volume, on parle du nombre de séries, mais on parle pas forcément du nombre de reps, etc. Et à mon sens, ça fait plus partie de l'intensité, même si ça peut compter dans le volume.
Enfin, même si certains peuvent compter ça dans le volume. Et ensuite, bah, du coup, le dernier point, c'est tu diminues de 10 à 20% si tu estimes que ta fatigue est trop importante. Donc là, évidemment, on parle pas de progression, hein. Là, si tu as bien progressé, tu maintiens. Et ensuite, si ça se passe mal, soit tu augmentes, soit tu diminues. C'est à toi de voir en fonction de comment tu te sens. C'est pas normal d'avoir l'impression que tu es complètement ravagé après chaque training. Sur tes dernières semaines de bloc, c'est normal de se sentir un peu plus fatigué. Mais si tu as vraiment l'impression qu'on t'a roulé dessus avec un camion, c'est pas le, c'est pas le meilleur truc. Enfin, si t'as l'impression qu'on t'a roulé dessus pendant tout le bloc, donc pendant les 4 5 6 semaines, c'est qu'il faut faire autre chose. C'est qu'il faut diminuer. Et donc à ce moment-là, 10 à 20%, c'est le bon ordre d'idée. C'est le bon ordre de grandeur. Ensuite, du coup, intensité, pour la deuxième partie. Donc on va voir qu'il y a différents trucs. L'intensité absolue, à savoir le pourcentage de ton RM. L'intensité relative, donc la difficulté des séries, donc en gros ton RPE. Et ensuite le nombre de répétitions dont je te parlerai à la fin. Donc l'intensité relative, c'est très simple. Il faut que la quasi-totalité de ton entraînement soit entre 65% et 100%. Pourquoi? Parce que tu as besoin d'exposition supérieure à 85%. C'est à peu près ce qu'on voit dans la littérature scientifique. Donc en gros, c'est le pourcentage à partir duquel tu peux commencer à avoir de bonnes adaptations en termes de force. Ça ne veut pas dire qu'en dessous, il n'y en a pas. Ça veut dire que tu as besoin d'exposition lourde et qu'à partir de 85%, on peut considérer que c'est une exposition lourde. Sachant que pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude des pourcentages, de tête, 85%, ça équivaut à peu près à un single qui RPE 5-6. Donc ça veut dire que c'est une rep avec lequel tu as allez, 5-6 reps en réserve, enfin non peut-être 4 ou 5 reps en réserve. Donc c'est quand même assez simple. C'est-à-dire que si tu fais des singles à 85%, ça va être très facile. Mais il faut se dire que c'est quand même suffisant en termes de stimulus pour avoir quelque chose d'impactant. Et je pense qu'il y a beaucoup trop de personnes qui se disent ouais j'ai besoin d'être RPE 9, etc. Pour progresser. Et donc à mon sens, ça relève beaucoup plus de la confiance que du fait des adaptations structurelles en tant que telles, parce qu'encore une fois, ton corps n'a pas nécessairement besoin de se confronter toujours à du 95, etc. Même si évidemment dans certaines phases ça va être important de monter un petit peu, mais tu peux te dire qu'à partir de 85%, à partir du moment où dans ta semaine tu as une exposition à 85% ou plus, c'est très bien. T'es même pas obligé de l'avoir toutes les semaines, hein. C'est juste que dans ton bloc, à mon avis, c'est quand même important d'avoir toujours au moins une exposition au-dessus de 85%. Donc tu vois, si tu ffais un single RPE 5, c'est suffisant. Si tu fais des doublés RPE 6, c'est suffisant. Triple RPE 7, x4 RPE 8, etc. Donc globalement, il y a assez peu de chances que si tu fasses de la force, tu tombes en dehors des 85%. Et ensuite, le pendant, c'est qu'il faut aussi une intensité un peu plus basse parce que tu vas avoir besoin d'accumuler des répétitions pour en créer des patterns. Donc là, c'est quelque chose qui se joue vraiment du point de vue de la technique. Mais le problème, c'est que si tu as toujours que des expositions à 85% avec une intensité faible, un RPE faible en gros, tu vas avoir trop peu de volume de travail, c'est pas suffisant pour en créer des habitudes. Et du coup, si tu veux, quand tu vas arriver en compétition, tu n'auras pas assez de pratique. Pourquoi est-ce qu'on fait des séries longues en power alors qu'on fait que des singles en compétition? C'est parce que ça permet d'accumuler plus de répétitions. C'est pour ça que moi je le dis souvent à mes athlètes, si t'es mauvais sur tes séries longues, des séries de 7, etc., t'as l'impression que t'as pas besoin de te concentrer, etc., parce que c'est des charges que tu maîtrises, sauf que c'est sur ces séries-là que tu ancres tes habitudes, et les défauts qu'on voit un tout petit peu sur tes séries de 7, on les voit énormément sur tes singles. Donc, encore une fois, les gens pensent qu'il y a besoin de s'entraîner extrêmement lourd pour avoir de bonnes adaptations. C'est pas le cas. Il y a déjà énormément de choses que les gens ne voient pas sur des séries qui sont plus légères, mais en fait le problème est déjà là, c'est juste qu'il est beaucoup plus marqué sur du lourd, quoi. C'est assez rare de voir sur du lourd vraiment un défaut qui pop de nulle part, qu'on n'a pas du tout envisagé, enfin qu'on n'a pas du tout anticipé, voilà, c'est ça le mot. Et donc du coup, voilà, il y a déjà suffisamment à faire. Et je suis persuadé que tous ceux qui se disent, ouais, j'ai besoin de beaucoup d'exposition au lourd parce que je suis pas bon, etc. Regarde déjà tes séries légères, tu te rendras compte que ça va déjà pas à ce stade-là. Et donc c'est pas en mettant beaucoup plus de difficultés que ça ira mieux. Si je pouvais prendre un exemple, si déjà tu as du mal à conduire, c'est pas en te lançant dans une course de rallye que tu vas mieux apprendre. Au contraire, tu risques d'être beaucoup plus paniqué, etc. C'est mieux de commencer tranquillement et ensuite, une fois que ça roule, tu peux envoyer les gaz. Donc voilà pour l'intensité, hein, globalement c'est assez simple, ça fait quand même une grosse fourchette, mais c'est aussi pour dire qu'il ne faut pas simplement privilégier des pourcentages lourds, c'est aussi important d'avoir un peu plus de pratique, et donc pas hésiter à aller sur des séries un petit peu plus longues, même si on fait de la force et qu'on se dit au-dessus de 5 reps c'est cardio, il y a un moment les gars, il faut quand même bosser un peu votre condition physique. Ok, intensité relative, et du coup à la fin je parlerai du nombre de répétitions, et puis je t'expliquerai comment est-ce que tu peux faire progresser le système que je t'ai montré.
Donc intensité relative, le RPE. Là c'est pareil, ça te donne une giga fourchette. Les RPE, globalement, on va chercher entre un RPE 5 et un RPE 9. Pourquoi pas 10? Honnêtement, on pourrait, mais il se passe rien de vraiment magique entre le RPE 9 et le RPE 10. C'est juste que le RPE 10, il cause une fatigue qui est considérable par rapport au gain qu'il va apporter par rapport à un RPE 9. C'est-à-dire que, je vais te dire une bêtise, imaginons que le RPE 9, il te permette d'obtenir 5 points de force pour 5 points de fatigue. Peut-être que le RPE 10, il va t'apporter allez, 6 points de force pour allez, 10 points de fatigue. Donc c'est pas forcément le meilleur stimulus ratio adaptation-fatigue. Du coup, il vaut mieux baisser un petit peu son RPE. Ça te permet quand même d'avoir quelque chose de très intense qui te permettra d'avoir les adaptations dont tu as besoin sans pour autant être obligé de te tuer, quoi. Et oui, donc c'est ça le truc, c'est qu'en fait, on a tendance, surtout pour les pratiquants qui viennent de la muscu, on a l'impression qu'ils ont toujours besoin d'être très proches de l'échec, parce qu'en fait c'est comme ça que fonctionne la prise de muscle. On entraîne des muscles, on veut qu'ils soient fatigués à la fin de la séance, on veut qu'ils soient cuits. Donc on cherche à être proche de l'échec, parce qu'on sait que les 5 dernières reps, celles qui sont enfin les 5 reps les plus à la fin de la série, je vais y arriver, hein. Les 5 dernières reps proches de l'échec sont celles qui sont le plus anaboliques, sont celles qui produisent le plus de résultats. Et donc si on reste RPE 5 tout le temps quand on cherche à prendre du muscle, il va rien se passer ou presque. Le truc c'est qu'en force, on veut cette prise de muscle, mais le problème c'est qu'un RPE trop élevé tout le temps est mauvais pour la technique parce que ça va limiter le volume de travail que tu vas pouvoir accumuler. Ça fait un pouce, je sais pas pourquoi. Donc tu vas limiter le volume de travail que tu peux accumuler. Et en plus de ça, ça va être mauvais pour la technique parce que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, toutes les dégradations que tu vas avoir, tu vas pas forcément être en mesure de les corriger. Et du coup, concrètement, tu vas pas être hyper efficace sur tes séries. Donc le mieux, c'est d'avoir quand même un petit peu ce stimulus lourd pour voir ce que ça donne quand tu es sur du lourd. Mais se dire que t'es pas obligé d'avoir la majorité de ton training qui est sur du RPE 9, loin de là. Euh, donc voilà, toujours important de garder un petit peu cette dualité où quand tu veux chercher à créer du muscle, tu sais que de toute manière, il faut que tu sois haut en RPE, mais à ce moment-là, tu peux travailler sur des exercices sur lesquels c'est peut-être un peu moins stressant. Donc, tu vois, si tu veux travailler ton dos, utiliser un support pour éviter de fatiguer ton bas du dos, etc., pour faire des rowing buste supporté, ça c'est un exemple type. Et si jamais t'as pas forcément envie de travailler ton hypertrophie, bah à ce moment-là, mets-toi sur les exercices de compétition, bosse ta technique. Et même si sur les exercices de compétition, tu vas de toute manière gagner en hypertrophie, évidemment, on peut devenir musclé en faisant que du SBD, même si c'est pas optimal, on peut le faire. euh, Bah, t'auras quand même de bons résultats, quoi. Ok, on va arriver au nombre de répétitions, donc ce sera l'avant-dernier truc. Enfin, après, je vais te proposer, je vais te parler de la progression. Et donc, le nombre de répétitions, c'est très simple. On va faire 1 à 8 reps. Pourquoi est-ce qu'on va pas au-delà de 8 reps? Euh, Parce que je considère que, en fait, au-delà, tu vas pas avoir les mêmes facteurs limitants que sur tes formats de compétition. Je vais prendre un exemple. Quand tu fais plus de 5 reps sur du squat, tu commences à transpirer un peu. Ça peut être 4 si tu es en moins de 105, ça peut être 3 si tu es en moins de 120, ça peut être 2 si tu es en plus de 120. Non, je rigole, mais globalement, il faut pas que tu aies des facteurs limitants trop souvent, qui soient par exemple le souffle, etc. Donc évidemment, de toute manière, sur les formats longs, tu vas un peu être obligé d'avoir ça, mais c'est inutile d'arriver sur du 15 reps, etc. Parce que même si ça te permet de travailler ta technique, ça va pas non plus être la même filière du point de vue nerveux, musculaire, etc. Et en plus de ça, ce qui va te limiter, bah, ça va être, oui, ok, d'une part tes muscles, mais aussi la barre qui va glisser dans ton dos, ton souffle, etc. Et c'est pas des trucs que tu vas retrouver sur tes exercices de compétition, donc c'est pas forcément intéressant de les travailler. Donc voilà, 1 à 8 reps parce que 8 reps c'est bien pour accumuler des reps, une rep parce que c'est bien pour l'exposition au lourd. Encore une fois, c'est vraiment la bonne fourchette pour avoir le bon compromis entre les deux, quoi. Et du coup, à la fin, comment est-ce qu'on fait pour progresser? Bah c'est très simple. Tu as trois possibilités. Soit tu augmentes le pourcentage, donc tu refais la même chose en plus lourd, soit tu essaies de faire la même chose en diminuant la difficulté, soit tu fais la même chose en augmentant un peu le volume et donc la quantité de travail que tu fais. C'est hyper simple. Tu as globalement ces trois possibilités. Après, quand tu es un peu plus expérimenté dans la création de programmes, etc., tu peux essayer de faire un micmac entre les trois et avoir des combinaisons qui, parfois, quand la progression est un peu plus compliquée. Mais encore une fois, c'est comme tout en fait. Plus tu vas commencer à toucher pas mal de trucs en même temps,
plus tu risques d'avoir du mal à analyser. Donc j'aurais pas tendance à recommander de toucher à trop de trucs tant que t'es pas assez avancé, tant que t'es pas à aller 650 de total, à mon avis, t'as pas trop besoin de toucher à ça. Je parle pour les garçons, enfin pour les hommes. Après, évidemment, ça dépend des KT, etc. Il faudrait que je sois un peu plus au fait de l'indice, mais je suis jamais hyper au clair là-dessus. Donc peut-être, allez, je sais pas, je vais dire peut-être une bêtise, mais peut-être entre 85 et 90 de good lift points, à mon avis, t'as pas trop besoin de te soucier de mixer tout ça. Bon, j'espère que ça t'a plu. Si jamais t'as envie qu'on t'aide à le faire, qu'on le fasse avec toi, ce que je te propose de faire, c'est réserver un appel avec moi. Le truc, c'est que comme ça, je vais pouvoir voir un petit peu ta situation, découvrir un peu tes problématiques, etc. Et voir si je peux appliquer ce système avec toi, si je peux t'aider à avoir des résultats. Si c'est pas le cas, je te le dirai et je t'enverrai de toute manière des ressources pour t'aider. Si c'est le cas, tant mieux. On pourra bosser potentiellement tous les deux. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Si tu as regardé, tu fais certainement partie de l'infime minorité de la chaîne et je te remercie beaucoup. N'hésite pas à me mettre en commentaire les autres sujets qui peuvent t'intéresser. J'ai envie de faire des vidéos un peu plus pratiques comme ça, donc évidemment je vais voir si ça plaît. Donc si ça te plaît, n'hésite pas à bombarder tout ce qui est like, etc. Que je le vois, et si jamais ça plaît, bah écoute, j'en ferai plus tout simplement. Donc bah merci beaucoup et à bientôt.